Du sang coulait sur la lame. C'était la fin de l'ère Bakumatsu à Kyoto. Les épéistes, face à un jeune homme aux cheveux rouges, furent tous vaincus par lui en quelques mouvements. Un autre groupe arriva. Le capitaine de l'unité, un des Shinsengumi, voulait s'avancer, mais il fut retenu. Un homme plus expérimenté souhaitait le représenter face à ce combattant. Cet homme était Saito Hajime, capitaine de l'unité 3 des Shinsengumi. Il souhaitait défier le jeune homme aux cheveux rouges, qui n'était autre que Hitokiri Badosei. Par une nuit sombre, un jeune Hitokiri marchait quand une jeune femme l'arrêta, voulant s'occuper de cet étranger armé. En courant, Hitokiri trébucha et tomba. Il expliqua qu'il n'était qu'un vagabond errant. L'épée à sa taille n'était qu'un sakobatu avec la lame tournée vers l'intérieur, rendant presque impossible de blesser qui que ce soit. Après avoir éclairci le malentendu, Hitokiri fut rapidement libéré. De l'autre côté du village, les gardes combattaient un assassin extrêmement puissant. Devant cette figure imposante, tout le monde pensa immédiatement que c'était Badusai. La jeune femme de tout à l'heure arriva juste à temps et chargea avec les autres pour confronter l'assassin, mais elle fut aussi repoussée. Juste au moment où le danger se profilait, le jeune homme aux cheveux rouges arriva à temps pour la sauver de cette attaque mortelle. L'assassin s'apprêtait à charger à nouveau, mais en voyant d'autres gardes arriver, il choisit de fuir. Avant de partir, il se présenta comme Imura Batusai de Kamiya Kashin, également connu sous le nom de Hitokiri Batusai. La jeune femme voulait ardemment le poursuivre, mais le jeune homme aux cheveux rouges la retint à temps. Ce bandit utilisait le nom d'une autre école pour commettre des méfaits. En voyant les gardes approcher, le jeune homme aux cheveux rouges n'eut d'autre choix que de porter la jeune femme et de fuir. Il l'emmena au dojo Kamiya Kashin. La jeune femme expliqua que leur école n'était qu'une petite faction d'environ 10 membres. Au cours des 2 derniers mois, quelqu'un était soudainement apparu, tuant sans hésitation sous le nom de Badusai, faisant craindre peu à peu leur école et ce nom. Le jeune homme aux cheveux rouges rappela simplement à Kaoru de faire attention et que l'imposteur n'était pas à prendre à la légère. Kaoru refusait d'abandonner car c'était l'école fondée par son père. Il y a 6 mois, il avait été envoyé sur le champ de bataille du sud-ouest et y avait perdu la vie. Celui qui prétendait faussement être Kamiya Batusai avait commis des actes ternissant l'honneur de leur école, et Kaoru ne pouvait pas laisser passer cela. Devant ses larmes, Hitokiri se retourna simplement et partit silencieusement, n'oubliant pas de lui rappeler qu'elle devait valoriser sa propre vie plus que de protéger un honneur. La personne qui avait bandé les blessures de Kaoru attendit qu'elle soit seule pour l'avertir de ne pas être trop naïve ou confiante et de ne pas être trop bienveillante. Les jours passèrent, et Kaoru se promenait dans la rue lorsqu'elle vit une foule se rassembler pour observer quelque chose. Au centre se trouvait Hitokiri, retenu par des gardes pour avoir porté une épée la nuit. Kaoru se précipita immédiatement pour protéger Hitokiri. Son compagnon comprit et soudoya les gardes avec quelques pièces, et Hitokiri fut temporairement libéré. Kyoru demanda à Hitokiri ce qu'il se passait, mais il lui demanda plutôt s'il avait des pistes sur le tueur utilisant le nom de Batosei. Kyoru avait temporairement appris un endroit possible où l'imposteur pourrait se cacher. Pendant qu'il parlait, l'homme accompagnant Kyoru s'excusa d'abord. C'était Kihei, un serviteur qui avait vécu longtemps avec Kyoru. Voyant que la jeune femme ne lui cachait rien et l'invitait même à rester quelques jours, Hitokiri sourit simplement et refusa. Avant de partir, Kaoru le remercia rapidement de l'avoir sauvé il y a quelques jours. Hitokiri garda son sourire et partit rapidement. Après avoir dit au revoir à la gentille jeune femme, Hitokiri réfléchit silencieusement à ce que Kaoru lui avait dit. Il semblait que sa cible était aussi cet imposteur Batusai. La nuit tomba, et Hitokiri se tenait devant l'établissement de Kihei en appelant. Un homme irrité sortit pour le chasser, disant que Maître Imuro n'était pas là. En entendant ce nom, Hitokiri sourit et révéla l'identité de ce soi-disant Imuro. À cette annonce, les hommes restants surgirent de toutes directions pour le faire taire et couvrir les lieux de leur maître. Au dojo Kamio, Kaoru lisait quand le vieux Kihei s'approcha et lui remit des documents pour le transfert de terrain. Il avait agi en son nom pour fermer l'école et saisir ce terrain. Derrière lui, celui utilisant l'alias Hidakiri Badusai apparut également. Il s'avéra que son vrai nom était Amura Gohei, le frère cadet de Kihei. Kyoru saisit immédiatement son épée, mais fut rapidement entouré par un groupe d'hommes. Kihei voulait depuis longtemps prendre ce lieu,
Il avait donc manigancé pour que son disciple se fasse passer pour Hitokiri et l'école Kamiya afin de saisir ce terrain et le vendre. Kaoru tenta d'attaquer, mais son épée en bois fut facilement brisée par Gohei, et elle fut ligotée. Le vieux Kihei prit facilement du sang de sa main pour apposer son empreinte sur le contrat. À ce moment-là, les portes du dojo s'ouvrirent. Hitokiri avait réglé son compte à tous ses hommes pour arriver ici. Hitokiri sourit et exprima qu'il appréciait beaucoup l'innocente sauvagerie de Kaoru, donc elle ne devait pas mourir ici. Alors que les hommes chargeaient vers lui, Hitokiri les élimina tous facilement en quelques coups. Gohei, Kyoru et le vieux Kihei furent tous stupéfaits par la vitesse et les frappes de l'homme aux cheveux rouges devant eux. Après avoir réglé le sort de tous ces sous-fifres, Hitokiri révéla calmement que le style d'épée de Hitokiri Badosei ne venait pas de l'école Kamiya Kashin. C'était un art ancien de l'épée provenant de l'époque des États en guerre, le style Mitsuruti. Ce n'est qu'à ce moment-là que tout le monde réalisa que l'homme devant eux était le vrai Hitokiri. Gohei dégaina immédiatement son épée, voulant défier cette légende, espérant le vaincre et revendiquer le nom de Batusai pour lui-même. Mais Hitokiri le frappa facilement d'un seul mouvement d'épée. Hitokiri pointa ensuite sa lame vers le vieux Kihei, le faisant s'évanouir de peur. Il déchira doucement le contrat de transfert de terrain, puis s'excusa auprès de Kaoru de lui avoir menti sur son identité. Voyant Hitokiri sur le point de partir, Kaoru exprima son souhait qu'il aide à reconstruire l'école Kamiya Kashtan. Elle voulait connaître le vrai nom de Hitokiri Batosei. Hitokiri resta silencieux un moment, puis se tourna et sourit doucement, lui expliquant que Imura Kenshin était son nom actuel. Après que son moment d'émotion soit passé, Kaoru réalisa soudain que quelque chose n'allait pas. Hitokiri était un soldat de la fin de l'ère Bakumatsu, alors comment pouvait-il avoir l'air si jeune maintenant? Une semaine s'était écoulée depuis que le faux Badusai avait été capturé, mais aucun membre n'était encore revenu à l'école, ce qui troublait beaucoup Kaoru. Hidakiri, maintenant Kenshin, expliqua calmement que puisque c'était une époque de civilisation et d'illumination, il serait difficile pour les gens de revenir ici. Kaoru évoqua à nouveau la question de l'âge, exprimant son incrédulité que Kenshin n'ait que 28 ans, bien trop jeune pour un ancien patriote Isshin Shishi, mais il se contenta de sourire sans plus d'explications. En chemin pour acheter des fournitures, Kenshin exprima son optimisme quant au fait que des gens rejoindraient finalement leur école. À ce moment-là, un jeune garçon passa en courant devant eux. Kaoru le saisit immédiatement, reconnaissant cela comme un tour commun des enfants voleurs. Kenshin ne montra aucune colère. Il tendit doucement sa bourse au garçon et demanda à Kaoru de partir avec lui. Au lieu de cela mit le petit voleur dans une colère noire. Il leur renvoya immédiatement le portefeuille, déclarant qu'il était lui aussi d'une lignée de samouraïs de Tokyo, nommée Mayujin Yahiko. Le garçon expliqua qu'il n'avait pas l'intention de voler de l'argent, il voulait juste taquiner la personne portant une épée qui se promenait. Kenshin loua le garçon pour son esprit mature et s'excusa de l'avoir sous-estimé. Mayujin s'en alla sans un mot. Les deux continuèrent de marcher. Kyoru demanda à Kenshin où il avait vécu, mais il se contenta de dire qu'il errait partout sans résidence fixe. Kyoru regarda le jeune homme calme devant elle. La plupart des Isshin Shishi avaient abandonné leurs épées pour rejoindre le gouvernement Meiji par ambition, mais pas cet homme. Kyoru ne posa pas de questions, lui demanda juste de ranger son épée car les gardes étaient stricts. Après un moment, ils se séparèrent temporairement. Kenshin avait pour mission d'acheter de la nourriture et des boissons. Juste à ce moment-là, une voiture tirée par des chevaux s'arrêta. L'homme à l'intérieur demanda gentiment à Kaoru le chemin du commissariat. Kaoru regarda la voiture, se demandant qui était cette personne. À l'intérieur de la voiture, l'homme était venu à cause des rumeurs que Imura Batusai était ici. La scène se déplaça vers le jeune Myojin. Le garçon s'approcha d'une petite ruelle pour rencontrer un groupe de personnes. Ces voyous étaient venus collecter de l'argent de protection. Voyant que le garçon n'avait pas d'argent, ils le frappèrent immédiatement et le menacèrent de ne pas s'attendre à vivre s'il ne rapportait rien d'ici ce soir. Koyoru marchait dans la rue quand elle vit une autre foule se rassembler. La police arrêtait quelqu'un pour avoir violé l'interdiction de porter une épée. En effet, Kenshin avait encore été attrapé. Dans la foule, Mayugin observait aussi. Juste au moment où il semblait qu'il allait être emmené, un garde s'avança. C'était le lieutenant Yujiki, suivi d'un groupe d'agents de police de rang supérieur. Yujiki dégaina son épée,
voulant défier Kenshin. Juste à ce moment-là, Kaoru entendit la nouvelle et se précipita, mais les officiers de haut rang l'arrêtèrent immédiatement. Yujiki menaça que si Kenshin ne dégainait pas son épée, il déchirerait les vêtements de Kaoru devant tout le monde. Leurs actions indignaient fortement les citoyens. Mais devant ceux qui avaient du pouvoir, les gens ne pouvaient que fuir par peur. Kenshin, qui était resté silencieux si longtemps, dégaina enfin son épée pour protéger tout le monde. Yujiki sourit triomphalement alors qu'il et les autres agents dégainaient leurs épées. La scène se déplaça vers un bureau où le chef de la police expliquait que la nouvelle sur Himura ici n'était qu'un imposteur. Ils comprenaient tous que ce Hitokiri ne tuerait pas pour un gain personnel. Au contraire, c'était un héros de l'ère Meiji. Le chef de la police raconta qu'il y a quelques jours, le gang se faisant passer pour Hitokiri avait été ligoté et laissé à l'entrée du commissariat. Sous interrogatoire, ils dirent que le vrai Hitokiri avait fait cela. Pendant qu'il parlait, un garde entra et rapporta que l'escouade de police armée causait encore des problèmes. Le chef de la police était très inquiet, car ce n'étaient que des voyous récemment libérés de prison. Mais à cause de leur haute autorité, et de l'un d'eux étant un Isshin-Shishi, rien ne pouvait être fait. Les Isshin-Shishi étaient divisés en 5 grandes factions, Satsuma, Choshu, Tosa, Hizen et d'autres. Satsuma et Choshu étaient actuellement les 2 grands pouvoirs dans l'appareil politique Meiji. Satsuma contrôlait la police, tandis que Choshu contrôlait l'armée avec une autorité absolue. Le garde rapporta que ces hommes avaient été vaincus par un épéiste qui était petit, avait les cheveux rouges, semblait assez doux et avait une cicatrice en forme de croix sur la joue gauche. L'homme fut surpris en entendant cela et eut immédiatement des soupçons. Au marché, Kenshin avait traité presque tous les hommes arrogants, ne laissant que Yujiki pour la fin. Kenshin n'avait pas l'intention de l'attaquer, demandant seulement à Yujiki de promettre de ne plus opprimer le peuple en échange de sa vie. Yujiki chargea immédiatement avec son épée, utilisant la technique d'épée la plus forte de Satsuma de l'école Jaijin pour vaincre Kenshin. Mais Kenshin utilisa sa vitesse incroyable pour éviter l'attaque et le frappa d'un coup d'épée par derrière. Kaoru et tout le monde l'entourèrent immédiatement avec des éloges. Juste à ce moment-là, un homme appela Kenshin. En le voyant, Kenshin sourit et s'approcha pour le saluer. Cet homme s'appelait Yamagata, ancien commandant du Kyatai, la plus forte armée de l'ère de restauration, et aussi un Isshin-Shishi. Yamagata voulait parler à Kenshin pour le convaincre de rejoindre ses frères Isshin-Shishi, mais Kenshin sourit et dit qu'il ne voulait pas tuer pour gravir les échelons. Yamagata essaya de le persuader, mais Kenshin pensait que le système politique avait oublié le noble but des samouraïs, donc il ne pouvait pas accepter de les rejoindre. Yamagata soutint que les temps avaient changé. L'ère des samouraïs avait décliné, et à l'ère Meiji, avoir une épée sans autorité ne signifiait rien. Kenshin répondit calmement qu'avec cette épée, il pouvait encore protéger ceux qui lui étaient chers, et c'était suffisant. Sur ce, il partit avec Kaoru. Le chef de la police s'approcha et conseilla à Yamagata de ne pas punir Kenshin. Même s'il utilisait une épée, c'était une épée très sûre. Il remarqua aussi que Hitokiri Batusai était très différent des rumeurs. Sur le chemin du retour, Kenshin s'excusa auprès de Kaoru d'avoir cassé son ruban, mais elle n'était pas en colère et lui assigna des tâches comme d'habitude. En marchant, Kaoru admirait l'esprit noble de Kenshin qui sauvait les gens. Ailleurs, le jeune Mayugin marchait en se remémorant ce qu'il avait vu. Juste à ce moment-là, il remarqua une vieille femme qui venait de laisser tomber de l'argent. Mayugin resta silencieux un instant, puis ramassa le portefeuille. Pendant ce temps, Kenshin pensait aussi à ce garçon, se disant que si les temps n'avaient pas changé, Mayugin aurait pu devenir un vrai samouraï. Au crépuscule, Mayugin regardait silencieusement le paysage de la rivière. Comme s'il avait pris une décision, le garçon ramassa un bâton en bois et s'entraîna à le balancer un moment. Le délai était arrivé, et ces vilains réapparurent. Myojin déclara qu'il ne travaillerait plus comme voleur et fut immédiatement sévèrement battu. Malgré la violence, Myojin resta déterminé à ne plus être un voleur. Kaoru rentrait aussi chez elle, pensant à Kenshin en chemin. En traversant le pont, elle remarqua le garçon qu'elle avait rencontré ce matin, emporté inconscient par 2 grands inconnus. Au quartier général d'un certain groupe, Myojin fut soulevé dans les airs. Celui qu'on appelait le chef se mit à rire, parlant doucement, demandant sur quoi Myojin comptait vivre s'il ne volait pas. Les samouraïs n'avaient plus leur place ici.
À l'ère Meiji, qui se souciait encore de l'honneur. Il conseilla à Myojin d'abandonner son identité de samouraï et d'apprendre à vivre humblement. Pour continuer à être le laquais de Tennichi, Myojin cracha immédiatement un flot de sang en réponse. Il voulait toujours quitter cet endroit. Les hommes restants l'entourèrent furieusement et le battirent sans pitié, tandis que Tennichi profitait calmement de son bon repas. Il le frappait en se moquant du statut bas de Mayugin. À la mention de sa famille, Mayugin réagit immédiatement. Son père avait suivi le cours des temps et trahi le Bakufu. Il s'était sacrifié pour une cause plus grande. Sa mère était aussi décédée de chagrin à cause de son père. Ils avaient vécu des vies fières, rien à voir avec ce que ces gens prétendaient. L'un d'eux entra dans une rage et voulut tuer Mayugin. Mais juste à ce moment-là, Kenshin défonça la porte et se précipita pour sauver le garçon. Il essaya d'abord d'utiliser des mots pour demander la libération de Mayugin, n'oubliant pas de menacer que s'il ne se conformait pas, cet endroit serait anéanti. Tanishi était si effrayé qu'il faillit se faire dessus et accepta craintivement la demande. Mais Myojin était furieux. Il voulait se battre pour sortir de cet endroit, pas qu'on le sauve. Voyant l'esprit du garçon, Kenshin sourit simplement et proposa de soigner ses blessures en guise d'excuse. Les hommes voulaient les poursuivre en les voyant partir, mais Tanishi les en empêcha. Il pouvait voir que Kenshin était un vrai tueur. Même si 500 hommes venaient, il ne pourrait pas facilement le vaincre. Sacrifier une personne était acceptable. En revenant, Myojin était porté, les larmes aux yeux. Le garçon voulait devenir plus fort sans aide. Ainsi, il aurait pu sauver ses parents. Kenshin écoutait en silence ce que disait le garçon. Après un moment, ils arrivèrent au dojo Kamiya Kashin. Kenshin présenta Kaoru à Myojin, disant qu'elle serait désormais son maître. Tous deux voulurent refuser, mais Kenshin sourit et dit qu'il avait déjà préparé le terrain. Le lendemain, tous trois se réunirent dans la salle d'entraînement pour pratiquer. Kyoru donna à Myojin un sabre en bois, mais le garçon le repoussa. Ils commencèrent à se disputer de nouveau. Revenons au passé. Après l'incident avec le faux Batusai, le lendemain, des dizaines de personnes voulurent rejoindre leur école. Kyoru était ravi, mais Kenshin sentait que quelque chose n'allait pas. Dès qu'il mentionna qu'il n'était pas membre de l'école, tout le monde partit. Kyoru s'irritait de plus en plus, mais Kenshin pensait que ceux qui rejoignaient par curiosité ne tiendraient pas. Mieux valait enseigner à ceux qui avaient de la motivation. Myugin s'avança aussi, disant qu'il voulait devenir plus fort. Quel intérêt d'entraîner avec une fille? Il voulait apprendre les techniques de Kenshin. Kenshin sourit et expliqua qu'il n'avait pas l'intention de transmettre le style Mitsurugi. Il était là juste en observateur. Les deux continuaient à se disputer, inconscients qu'à l'extérieur, une course-poursuite tendue avait lieu. À l'intérieur du dojo, Kaoru cherchait Myojin pour l'enseigner. Mais le garçon refusait obstinément de devenir membre, disant qu'il préférait s'enseigner lui-même. Il remarqua même qu'il n'y avait pas d'autres membres ici. Juste à ce moment, deux inconnus entrèrent dans le dojo. En les voyant, Kaoru se précipita. Ils semblaient se connaître. Juste derrière, deux grands hommes essayaient de les capturer. Kaoru utilisa immédiatement son sabre contre les deux poursuivants. Elle interrogea alors les deux anciens membres de l'école Kamiya. Ils expliquèrent qu'il y a quelques jours, ils avaient croisé un groupe de fauteurs de troubles ivres. Aujourd'hui, ces gens étaient revenus pour se venger. Cette fois, un autre groupe apparut pour s'en prendre à eux. Sans un mot, Kaoru fit entrer tout le monde et ferma la porte. Kaoru posa alors son épée et s'avança, prête à accepter la punition pour ses anciens disciples. Juste au moment où elle s'apprêtait à partir, Myojin se précipita et repoussa le leader pour la protéger. Cela rendit le gang Ishimanji encore plus déterminé à s'en prendre à tous. Heureusement, Kenshin revint juste à temps. Après avoir entendu parler de la force de Kenshin, le leader n'y crut pas et tira immédiatement avec son canon. Kenshin utilisa instantanément son épée pour trancher la balle de canon en deux. Le leader devint immédiatement effrayé et ordonna à ses hommes de battre en retraite. Après avoir tout entendu, Kenshin dit simplement aux deux anciens membres de partir et d'oublier qu'ils avaient été membres ici et de ne plus jamais toucher une épée. Bien que triste, Kyoru leur conseilla de se faire soigner correctement. Après cet incident, Kyoru était très contrarié. Kenshin lui conseilla seulement de se remonter le moral, car tout ne se passerait pas toujours bien. Myojin s'avança alors. Le garçon s'inclina devant Kaoru, prit une épée
et l'accepta comme sa maîtresse. Kaoru était profondément ému. Les deux devinrent officiellement maîtres et élèves, et Myojin devint membre de cet endroit. Kenshin sourit avec satisfaction. Un nouveau jour commença avec Myojin, pratiquant l'escrime pendant que Kenshin coupait du bois. Myojin était agacé car le bruit de la coupe de bois de Kenshin le dérangeait. Il demanda même si utiliser une épée pour couper du bois n'était pas trop ostentatoire. Pendant qu'il parlait, Kyoru entra joyeusement en annonçant qu'il n'avait plus à s'inquiéter des frais de vie du dojo. Elle avait trouvé une peinture de son grand-père, un célèbre peintre à l'encre, et prévoyait de la vendre pour gagner de l'argent pour tout le monde. Myojin ricana et dit quelque chose qui fit sourire Kaoru avant de l'envoyer directement au diable. Mettant de côté le tumulte, Kaoru voulait avec enthousiasme emmener tout le monde pour un grand repas. L'ère Meiji avait apporté de nombreuses innovations au Japon, y compris de nombreux plats introduits à cette époque. Parmi ces nouveaux plats se trouvait le pot-au-feu de bœuf. Dans le restaurant, un groupe d'hommes ivres continuait à manger bruyamment et à parler fort, dérangeant tout le monde. Ils mentionnaient sans cesse des termes comme « démocratie » et « liberté », comme s'ils étaient des experts. À ce moment-là, Koyoru et les autres entrèrent dans le restaurant pour profiter de leur repas. L'épée de Kenshin à sa taille attira l'attention d'une personne mystérieuse dans le restaurant. Les trois entendirent aussi ce que disaient les hommes ivres, mais n'y prêtèrent pas attention, se concentrant uniquement sur leur nourriture. Juste au moment où ils avaient commandé, une bouteille de saké vola droit vers la tête de Kenshin. Les hommes ivres avaient commencé à causer des problèmes après leurs interminables disputes. Myojin se leva en colère et les réprimanda, exigeant qu'ils s'excusent auprès de Kenshin et qu'ils partent. Les hommes se levèrent également pour riposter et voulaient utiliser la violence pour régler les choses. Le propriétaire du restaurant s'approcha pour essayer de médiatiser, mais ils la poussèrent brutalement de côté. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, un jeune homme la rattrapa juste à temps. C'était la même personne qui avait observé Kenshin plus tôt. Les hommes voulurent immédiatement attaquer ce bon samaritain. Le jeune homme n'avait pas peur et étira simplement ses bras et ses jambes, comme si un fou venait de provoquer un fou furieux. Les deux camps sortirent pour se battre pendant que le groupe de Kenshin suivait pour regarder. Kenshin n'approuvait pas l'utilisation de la violence pour résoudre ce problème, mais comme il n'était pas impliqué, il resta silencieux. Un des hommes chargea le premier, cachant une arme dans sa main pour attaquer par surprise. Mais le jeune homme resta ferme sans une égratignure. Au lieu de cela, le bras du méchant fut coupé par sa propre arme. Lors de la prochaine charge, le jeune homme a simplement fait un geste pour l'éjecter. Cette fois, un autre homme a voulu attaquer avec une épée. C'est alors que Kenshin s'est avancé pour le bloquer. Finalement, le groupe est parti dans la honte, se soutenant en chemin. Le jeune homme s'est ensuite approché pour discuter avec Kenshin. Il a loué Kenshin comme une bonne personne qui s'était laissé frapper par la bouteille de saké plutôt que d'esquiver, car sinon Kyoru aurait été touché. Le jeune homme a exprimé son intérêt pour un match amical, mais Kenshin a simplement souri et a décliné. Le jeune homme a dit au revoir et est parti, n'oubliant pas de se présenter et de dire où il se trouvait avant de les laisser tous dans la confusion. Cette nuit-là, dans une maison de banlieue, le jeune homme bienveillant du matin recevait une mission pour éliminer quelqu'un. Ceux qui donnaient la mission n'étaient autres que l'ancien Kihei et Gohei qui s'étaient évadés de prison pour venir ici. Ils n'avaient pas l'intention d'accepter cette mission. Mais en entendant ce que disait l'ancien Kihei, le jeune homme nommé Zanza a immédiatement accepté avec enthousiasme. Il avait toujours voulu combattre le légendaire Imura Batosai. 2 semaines plus tard, après avoir accepté la mission, Zanza n'avait toujours pas agi, ce qui frustrait énormément Gohei et Kihei. Mais à ce moment-là, Zanza est apparu. Il n'avait pas encore agi car l'atmosphère n'était pas assez tendue. La personne à qui Kihei avait choisi de confier ses espoirs était Zanza, un fauteur de troubles professionnels célèbre dans le milieu souterrain de Tokyo pour se battre au nom des autres. C'était un loup arrogant qui ne connaissait aucune limite mais qui était vraiment puissant. Pendant ce temps, tout le monde au dojo Kamyokashin se détendait lorsque Zanza est apparu à la porte avec son arme secrète. Zanza a expliqué qu'il était venu en tant que combattant professionnel et voulait affronter Kenshin en tant qu'Ishin Shishi Imura Batusai. Zanza avait bien étudié Kenshin. Il savait que Kenshin avait été actif entre 14 et 19 ans, commençant comme un véritable assassin avant d'opérer comme un guerrier de guérilla, puis disparaissant rapidement après la victoire de Toba Fushimi pour vivre sous une nouvelle identité.
Zanza avait tout enquêté pour vaincre Kenshin, mais malheureusement, il n'avait pas pu découvrir les causes profondes et les motivations de ses actions. C'est pourquoi il était venu le confronter directement. Au loin, Gohei et Kihei observaient avec satisfaction. Kihei n'était pas inquiet pour la défaite de Zanza. Même ainsi, Zanza blesserait certainement Kenshin. Et il se précipiterait pour l'achever à la fin du combat. Kihei avait même un pistolet prêt à cet effet. Dans la cour, Kenshin a demandé les motivations de Zanza. Zanza se remémorait son passé, mais ne disait rien, insistant simplement pour se battre contre Kenshin. Il a également mentionné qu'il méprisait les Isshin Shishi, ces hypocrites qui utilisaient le nom de la justice pour commettre le mal. Après un moment de silence, Kenshin a accepté le défi. Il a aussi demandé si ceux derrière cette mission étaient le groupe de Kihei et a appelé à se montrer. Sous la pression des deux hommes, Gohei et Kihei n'avaient d'autre choix que de se lever. Zanza a arraché le pistolet à l'ancien Kihei, le mettant en colère. En voyant Kaoru s'approcher, Kihei est devenu encore plus en colère. Il voulait toujours reprendre cette terre. Kihei a entendu cela et est tombé silencieux de tristesse. Zanza et tout le monde se sont déplacés vers un autre endroit plus adapté pour se battre. En chemin, Kenshin a demandé à Myojin s'il allait bien. Myojin n'était pas trop surpris et a simplement demandé si Kenshin était sûr de pouvoir gagner. Cette lance avait l'air très puissante. Zanza a dit que ce n'était pas une lance. Les deux côtés sont arrivés au bord d'une rivière avec peu de passants. Ce n'est qu'alors que Zanza sortit son arme, se présentant sous son vrai nom, Sagata, connu dans le monde souterrain comme Zanza. L'arme était un Zanbatsu, une immense épée créée avant la période des états belligérants, extrêmement lourde et incroyablement rare. Kenshin dégaina calmement sa petite épée, et tous deux prirent rapidement leur position prête à combattre. Au moment où Zanza attaqua, Kenshin utilisa sa vitesse pour apparaître derrière lui et d'un coup l'envoya voler. Juste au moment où la victoire semblait assurée, Zanza émergea calmement du nuage de poussière, ramassa son épée et continua à se battre. Ce n'est qu'alors que Kaoru se souvint. Cet homme ne comptait pas sur son épée, mais se battait avec une force physique écrasante. Kenshin n'était ni surpris ni déstabilisé. Il leva simplement à nouveau son épée. Gohei se sentait satisfait quand Kihei lui rappela de ne pas célébrer trop tôt. Le Zanbatsu avait été facilement dévié par Kenshin, donc les chances de victoire de Zanza restaient très faibles. Il avait déjà élaboré un nouveau plan pour vaincre Kenshin. Véritablement un vieux rusé. Les deux côtés continuèrent leur deuxième round. Zanza chargea à nouveau avec une force écrasante. Kenshin esquiva rapidement, s'asseyant même sur la lame pour bloquer les attaques avant de contre-attaquer Zanza. Kenshin avertit que l'épée de Zanza n'avait aucune chance ici, puis exécuta rapidement une série de coups combinés à la poitrine, envoyant Zanza voler. Kenshin avait depuis longtemps vu la faiblesse de ce massif Zanbatsu. Bien que terrifiant, il était aussi lourd et encombrant, ce qui signifiait que le porteur ne pouvait que balancer vers le haut ou trancher vers le bas. Ce calcul précis fit que Zanza réévalua encore une fois Kenshin et sa force. Kenshin ne voulait pas continuer un autre round. Il conseilla à Zanza de ne pas se battre inutilement et de se rendre tôt pour en finir. Allongé sur le sol, les souvenirs de Zanza revinrent à 10 à Tusundu. L'armée Sekihou, l'avant-garde militaire, voyageait partout pour répandre la nouvelle à travers le Japon que l'Isshin Shishi, rejoignant le gouvernement, auraient leurs impôts réduits de moitié. Tous les citoyens respectaient énormément cette armée et les bonnes nouvelles qu'elle apportait. Zanza, encore jeune à l'époque, voyageait avec eux. L'escouade 1 des Seki était commandée par Sagara Susu. Ils avaient atteint la partie nord de Tusundu. Lorsque l'armée se reposait dans une petite zone rurale, Zanza eut la chance de parler avec le capitaine Sagara. Cet homme appréciait la vie paisible des gens ici. Il chérissait cette nouvelle ère où les distinctions de classe n'existaient plus, où tous les êtres étaient égaux. Et c'était merveilleux que Sekihou répande ce message. Zanza demanda alors à Sagara si, après les réformes où tous les êtres seraient égaux, un garçon de ferme comme lui pourrait avoir un nom de famille. Il voulait prendre le nom Sagara. Les deux discutèrent joyeusement. Mais leurs jours de joie ne durèrent pas longtemps avant que le Sekihou ne reçoive la nouvelle que leur armée était qualifiée de fausse armée gouvernementale et était arrêtée et chassée par le gouvernement. Ils ne pouvaient pas croire qu'ils avaient été trahis et abandonnés, et que la nouvelle de la réduction d'impôts qu'ils avaient été chargés de répandre était un mensonge. Étant donné la situation,
Sagara ne pouvait que faire aller leur armée au quartier général à Shinosuwa pour clarifier les choses. Zanza et son ami durent rester en arrière car c'était trop dangereux. Après des jours d'attente, l'ami de Zanza, Katsuhiro, apporta de terribles nouvelles. Le capitaine était mort. Au centre du village, Zanza fut horrifié de voir qu'il ne restait que la tête de Sagara. Il avait été exécuté parce que la fausse armée Sekiryu avait répandu de fausses informations et sa tête serait exhibée partout pour annoncer cela. Revenant au présent, ses souvenirs donnèrent à Zanza la force de se lever et de continuer à se battre. Ce passé tragique avait fait de Zanza un porteur de mal et de doutes sur la justice. Kenshin fut choqué d'entendre le nom de l'armée Sekiryu. Zanza profita de ce moment pour charger et le repousser. Voyant l'opportunité, Kihei sortit immédiatement une arme et tira sur Kenshin. Il s'est avéré qu'il avait plusieurs armes. Mais à ce moment-là, Kenshin se leva indemne. Il avait réussi à bloquer la balle avec son épée à temps. Kihei changea immédiatement de plan et pointa son arme sur Koyoru et Myojin. Juste au moment où Gohei s'apprêtait à les ligoter, le zanbato de Zanza fendit l'air. Kenshin n'était plus doux cette fois. Il utilisa immédiatement son épée pour s'occuper du vieil homme rusé. Zanza reprit alors son épée, désireux de continuer. Kenshin tourna également son épée, prêt à se battre. Cette fois, Zanza utilisa la force centrifuge pour augmenter sa puissance de rotation. Tout au long de ces années de méfaits, Zanza voulait juste devenir plus fort pour vaincre les Isshin-Shishi et venger les Sekiryu du passé. Il nourrissait une profonde haine pour ces Isshin-Shishi méprisables. Face à l'attaque de Zanza, Kenshin répondit avec férocité. Après avoir envoyé le zanbato voler, Kenshin porta un coup puissant pour finir son adversaire. Alors que le combat se terminait, Kenshin se tourna pour appeler un médecin pour soigner Zanza, mais celui-ci insistait pour continuer le combat. Face à son obstination, Kenshin s'approcha et le frappa, lui rappelant que l'ennemi de Sekiryu n'était jamais les Isshin-Shishi. Il devait bien réfléchir. De loin, Kyoru cria que Kenshin n'était pas un Isshin-Shishi comme Zanza l'affirmait. Myojin cria aussi qu'il protégerait Kenshin si Zanza voulait encore se battre. Zanza fut stupéfait par leurs paroles. Kenshin lui dit doucement que la restauration Meiji n'était pas encore terminée. Ils étaient toujours à l'ère Meiji. Ceux qui semblaient heureux vivaient en réalité une époque d'oppression de classe. Lui-même était juste un homme essayant de racheter les victimes mortes sous la lame de Hitokiri Batusai. Zanza fut choqué. Il se remémora le passé, le capitaine Sagara de ces jours-là. Ce que Kenshin disait ressemblait vraiment à Sagara, lui permettant de voir la silhouette du capitaine à travers Kenshin. Ce n'est qu'alors que Zanza accepta sa défaite et s'effondra. Il s'excusa silencieusement auprès du capitaine d'autrefois d'avoir perdu son chemin, et s'excusa auprès de lui-même d'être tombé si bas. Un nouveau jour passa. Kaoru mentionna brièvement l'état pitoyable de Zanza. Kaoru et Myojin conseillèrent à Kenshin de ne pas être triste à cause des paroles de Zanza. Il n'était vraiment pas un si terrible Isshin-Shishi. Aujourd'hui, les trois retournèrent au restaurant de fondue de bœuf pour célébrer. Mais juste devant la porte, ils trouvèrent les trois ivrognes d'avant, allongés dans la cour. Celui qui les avait combattus était Zanza, maintenant couvert de bandages. Kenshin lui demanda pourquoi il ne se débarrassait pas du mal qui pesait sur lui. Zanza dit que sa nature était avec lui depuis si longtemps qu'elle ne pouvait pas être effacée immédiatement. Il ajouta qu'il observerait Kenshin de près pour voir s'il était vraiment un bon Isshin-Shishi. Zanza dit qu'il n'utiliserait plus le nom de Zanza. Après tout, cette épée était brisée, et il avait quitté le monde des combats. Maintenant, il était simplement Sagara. Ils se séparèrent rapidement, chacun commençant un nouveau voyage. Kagura continuait de venir au dojo Kamiya Kashin pour grignoter. Face au poisson mal grillé de Koyoru, seul Kenshin souriait et le trouvait délicieux. Koyoru demanda avec colère ce que faisait Sagara ici. Sagara répondit simplement qu'il était au chômage et fauché, donc il devait venir ici pour manger gratuitement. Pendant qu'il parlait, le chef de la police apparut soudainement en disant qu'il voulait parler à Himura, aussi connu sous le nom de Kenshin. Il voulait demander son aide. En entrant dans la salle ancestrale, le chef de la police demanda d'abord à tous les présents de garder ce secret pour l'honneur de la police. Puis il aborda le sujet principal. Il voulait que Kenshin défasse un voyou. Cette personne était communément connue sous le nom de Kurogasa. Il ciblait actuellement les Isshin-Shishi actifs dans la finance, la politique et le gouvernement.
C'était un épéiste vétéran qui n'avait jamais été vaincu. Kaoru pensait que cette personne était un révolutionnaire voulant déclencher un soulèvement. Mais le chef de la police expliqua que Kurogasa était quelqu'un qui aimait simplement tuer. Plus il tuait, plus il en prenait plaisir. Cet homme était apparu à Shizuoka il y a 2 mois, et plus de 100 personnes avaient déjà été tuées ou gravement blessées. La police ne pouvait pas gérer Kurogasa car il les abattait avant qu'ils ne puissent dégainer. De plus, il avait la capacité de paralyser les gens. En entendant cela, Kenshin reconnut cette technique d'épée. Il croyait que cette personne était assoiffée de sang, avec un cœur de fer et de pierre, et ne devrait pas exister dans ce monde. La scène changea. Un homme gras déclara avec arrogance qu'il n'avait pas besoin de protection policière. Il avait survécu à la restauration Meiji. Que savaient ces policiers méprisables? De plus, il avait déjà engagé des gardes du corps bien supérieurs. Le chef de la police ne pouvait pas le convaincre et dut baisser la tête. Juste à ce moment-là, Kenshin entra lentement pour le saluer, suivi de Sagara. L'homme gras nommé Tani et ses compagnons étaient terrifiés à leur vue. Tani n'osait plus être imprudent. Il accepta immédiatement de laisser Kenshin et Sagara rester pour le protéger. Son attitude arrogante disparut complètement, la nuit tomba et la police avait encerclé tout le bâtiment. En attendant, Kenshin et Sagara jouaient au go et discutaient. Kenshin expliqua qu'il n'aimait pas devoir utiliser le nom de Badosei, mais il ne pouvait pas fermer les yeux sur la souffrance des autres. Sagara était simplement venu parce qu'il voulait se battre. Sagara demanda alors à propos de la technique d'épée de Kirigasa que le chef de la police avait mentionné plus tôt. Kenshin expliqua qu'il n'avait entendu qu'une rumeur il y a 10 ans. Juste à ce moment-là, des cris éclatèrent dehors. Sagara et Kenshin se précipitèrent immédiatement dehors en mode combat, n'oubliant pas de tirer Tani dans un coin pour sa sécurité. Juste au moment où ils s'attendaient à ce que l'ennemi entre par la porte principale, Kurogasa se tenait déjà à la fenêtre, ayant facilement traité quelques imbéciles dehors. Au dojo, Kaoru était trop inquiète pour dormir. Elle sortit donc pour les attendre. De retour au manoir, Kurogasa souriait avec arrogance, comme si la victoire était assurée. Face à cette présence écrasante, Kenshin demanda à Sagara et aux autres de protéger Tani, tandis qu'il allait combattre Kurogasa. Mais Tani cria à ses gardes du corps de s'avancer et de se battre pour le protéger. Kurigasa sourit avec plaisir. Tous ceux qui chargeaient furent tués instantanément. Sagara était stupéfait par la vitesse et la puissance. Il ordonna immédiatement à tout le monde de reculer. Mais juste à ce moment, Kirigasa utilisa sa technique pour paralyser tout le monde. Kenshin profita de ce moment pour charger Kirigasa, mais fut rapidement blessé à la main. Kenshin n'avait pas peur. Kirigasa savait aussi qui était Kenshin, Imura Batusai. Il utilisa de nouveau la technique de paralysie, mais Kenshin la repoussa facilement. À ce moment critique, Sagara se libéra rapidement et se précipita pour protéger Tani. Bien qu'il ait été blessé, Kenshin en profita pour attaquer Kirigasa. Il décida de changer de cible, passant de Tani à Kenshin, promettant qu'il se reverrait bientôt. Le chef de la police s'inquiétait pour Kenshin. Kenshin dit simplement que la mission avait échoué. Cet homme n'était pas un ennemi ordinaire. Même si les pertes étaient faibles, Kenshin n'était pas satisfait. Sagara demanda à propos de la technique de Kurigasa. Kenshin expliqua que c'était un art martial formé de 3 caractères, combinés pour créer une technique ultime. Sagara restait optimiste, croyant que Kenshin gérerait tout. Kenshin rappela qu'il avait juré de ne plus tuer, tandis que Kirigasa continuait à massacrer. Il se souvint de la rumeur d'il y a 10 ans, que Kurigasa était membre du Shinsengumi, mais avait déserte pour réapparaître sous l'Ishin Shishi. Vraiment difficile à gérer. Kenshin décida qu'il devrait affronter Kurogasa. Il demanda simplement à Sagara de l'aider avec une chose. À l'aube, Sagara retourna au dojo et trouva Kaoru somnolente dans la cour. Après s'être réveillée, elle ne voyant pas Kenshin, Sagara expliqua qu'il était devenu une cible. Kenshin savait que les assassins de Bakumatsu opéraient près des rivières. Alors il était allé là-bas pour trouver Kirigasa. Kaoru voulut immédiatement aller l'aider. Kaoru ne voulait pas seulement aller là-bas pour aider Kenshin. Elle craignait qu'après le combat, Kenshin parte et ne revienne jamais. Qui savait quand il viendrait ou partirait? Myojin et Sagara purent seulement regarder Kaoru s'éloigner. Au bord de la rivière, Kenshin attendait silencieusement.
Mais celui qui arriva n'était pas Kuragasa, mais une Kaoru très en colère. Elle voulait rester et attendre avec Kenshin. Kenshin dit que s'il devait se battre en protégeant quelqu'un, il ne pourrait pas gagner. Kaoru resta silencieuse un moment, puis détacha son ruban et le donna à Kenshin en signe de promesse. Kenshin sourit et l'accepta, promettant de le lui rendre. Juste à ce moment-là, Kurigasa apparut soudainement comme un fantôme, attrapa Kaoru et s'enfuit en bateau. Kenshin se lança immédiatement à sa poursuite, mais sa vitesse ne suffisait pas. Kurigasa lui lança une note fixant leur date de combat avant de partir. Ce geste ne fit qu'accentuer la haine de Kenshin. Ce soir-là, Kenshin lut attentivement la note puis la déchira en morceaux. Il se dirigea lentement vers le point de rendez-vous désigné au fond de la forêt à minuit. Pas de rencontre, pas de retour. Ailleurs, Kurigasa allumait tranquillement une cigarette en attendant Kenshin, avec Kaoru attaché dans un coin à l'intérieur d'un mémorial en pierre. Il avait pris Kaoru en otage principalement pour provoquer le Imuro Batusai en Kenshin, pour le ramener à l'assassin qu'il était autrefois. Kyuru insistait que Kenshin ne deviendrait jamais une telle personne. C'était vraiment un homme très gentil, rien à voir avec ce que ce vilain prétendait. Kurigasa se moqua des paroles de Kaoru, disant qu'elle ne savait rien du Hitokiri Batusai. Et il connaissait des vérités bien plus choquantes. Kenshin avait été quelqu'un dont le simple nom faisait trembler de peur. Quelqu'un qui n'hésitait pas à apporter une mort éternelle à ses ennemis. La première fois qu'ils se rencontrèrent, Imuro Batusai et Kurigasa, c'était à Kyoto pendant l'ère Bakumatsu, quand aucun d'eux n'était encore devenu vagabond. Étant de camps opposés, ils se chargèrent immédiatement l'un vers l'autre dans un combat impitoyable. Mais à cette époque, Kenshin avait immédiatement quitté les lieux au lieu de finir Kurigasa. Voir le sang-froid de Kenshin à l'époque remplit Kurigasa d'une immense excitation. C'était en partie ce qui le poussa à tuer alliés et ennemis, devenant un tueur froid comme Kenshin. Maintenant, deux meurtriers s'entretuant serait merveilleux. Il voulait régler ses comptes ici, et s'il pouvait tuer Kenshin, ce serait encore mieux. Kurigasa ne laisserait pas Kaoru dire d'autres paroles naïves. Il voulait qu'elle soit témoin de tout cela de ses propres yeux. Juste au moment où l'horloge sonna minuit, Kenshin arriva avec un visage déterminé et des yeux perçants. Il ne gardait plus son calme et dégaina rapidement son épée, tournant le tranchant vers son adversaire, prêt à se battre immédiatement. Une fois prêts, ils se chargèrent l'un vers l'autre pour un duel d'épée. Leurs forces semblaient égales. Les techniques de Kurigasa ne pouvaient pas abattre Kenshin, mais voir un Kenshin si froid choqua énormément Kaoru. Kenshin fut le premier à être frappé lorsque son ennemi utilisa non pas une, mais deux épées, blessant son épaule. L'ennemi avait profité d'un moment d'inattention de Kenshin. Kurigasa trouva cela pas assez excitant, puisque Kenshin n'avait pas encore libéré toute sa puissance. Il utilisa donc sa technique de paralysie sur Kaoru, la rendant incapable de respirer pendant 2 minutes, juste assez de temps pour tuer quelqu'un. Kenshin devint encore plus furieux envers l'homme devant lui. Il frappa immédiatement Kurigasa au visage, lui brisant le nez. Être frappé ne fit que ravir Kurigasa face à l'attitude de Kenshin. Il remit son nez en place et se releva. Juste au moment où il allait attaquer, Kenshin utilisa une technique pour forcer Kurigasa à libérer la paralysie sur Kaoru. Mais Kurigasa dit que Kaoru ne pourrait être sauvée que si elle se sauvait elle-même ou si celui qui avait lancé le sort était tué. Dans cette situation, Kenshin n'avait d'autre choix que de tuer son ennemi, mais cela signifierait trahir son vœu. À ce moment-là, Kurigasa s'imposa une autosuggestion extrêmement puissante pour libérer tout le potentiel de son corps. Se déclarant le plus fort, il annonça qu'il utiliserait sa technique la plus puissante et la plus odieuse par respect pour Kenshin. Kenshin rengena alors son épée inversée, ses yeux remplis de haine, prêt à déchirer Kurigasa en morceaux. Kurigasa vit Kenshin adopter la posture du Batujutsu, une technique extrêmement puissante, et fut stupéfait. Il commença à hésiter. Un faux mouvement et cette technique pourrait le tuer. Mais s'il pouvait l'esquiver, éliminer Kenshin serait garanti. Malgré son hésitation, Kurigasa chargea avec arrogance, croyant que la faiblesse de l'épée inversée ralentirait Kenshin. En effet, il réussit à esquiver. Kurigasa balança de nouveau son épée avec arrogance, mais cette fois Kenshin n'utilisa pas sa lame. Il utilisa directement son fourreau pour bloquer l'attaque. La frappe ratée repoussa Kurigasa. Kenshin leva son épée.
Avec ce dernier coup, il pouvait complètement tuer Kurigasa, mais il resta figé dans cette posture. Kurigasa provoqua Kenshin avec arrogance pour qu'il attaque rapidement, le poussant à se préparer à frapper dans la colère. Kyoru assista à tout. Après avoir rappelé tout ce que Kenshin lui avait dit, elle ne pouvait pas le laisser revenir à ses anciennes manières. Comprenant tout, Kyoru utilisa sa propre force pour briser le sort de paralysie, puis cria fort pour que Kenshin s'arrête. Voyant que Kyoru avait échappé au sort, Kenshin arrêta immédiatement son mouvement et se précipita pour la rattraper alors qu'elle était sur le point de tomber. Juste à ce moment-là, Kurigasa avait retrouvé sa force. Il profita de cette occasion pour pointer son épée vers eux. Kenshin resta complètement calme. Il attendit que la lame descende avant de frapper en premier, tranchant directement dans la poitrine de Kurigasa. Kurigasa ne montra aucune peur d'être blessé. Même allongé vaincu sur le sol, il continuait d'appeler Kenshin pour qu'il le tue. Sinon, sa survie mènerait la police à découvrir la personne au sein du gouvernement Meiji qui l'avait engagé comme assassin. Kurigasa révéla une dure vérité. Même avec des réformes et des progrès rendant les meurtres publics impossibles, il le ferait simplement dans l'ombre. Enfin, Kurigasa devint complètement immobile. Ses yeux se retournèrent, devenant blancs. Il était descendu en enfer. Kenshin resta silencieux devant ces paroles, réfléchissant à ce qui s'était passé. Sur le chemin du retour, Koyoru le remercia de l'avoir sauvé. Kenshin la remercia aussi, car s'il ne l'avait pas arrêté, il serait redevenu un tueur. Kenshin sortit également le ruban à cheveux pour le rendre à Koyoru, mais à cause du combat, il était maintenant imbibé de sang rouge, perdant sa belle couleur bleue d'avant. Cela mit Kaoru en colère, et elle réprimanda sévèrement Kenshin. Le lendemain, l'aube se leva à nouveau. Myojin et Sagara virent les deux revenir et les accueillirent joyeusement. Comme si cet endroit était chez eux, et qu'ils étaient une famille. Dans le village, une femme fuyait des hommes mystérieux, visiblement pressés et paniqués. Au dojo, Kaoru cherchait Kenshin partout, mais ne pouvait pas le trouver. Sagara était aussi absent. Mayugin a expliqué qu'il avait entraîné Kenshin ailleurs. Elle a aussi mentionné qu'ils étaient allés dans un restaurant appelé Shuaya, un lieu où il y avait souvent des jeux d'argent. En entendant cela, Keiyoru était choqué et indigné par leurs actions. Au restaurant Shuaya, Sagara et Kenshin jouaient aux jeux d'argent. Grâce au jugement de Kenshin et à ses yeux perçants, ils ont rapidement gagné beaucoup d'argent. Sagara l'avait amené ici pour cette raison, et aussi pour remonter le moral de Kenshin après l'incident de Kirigasa. Kenshin n'était pas particulièrement enthousiaste à l'idée de jouer. Pendant qu'il jouait, la femme du début avait été acculée. Elle n'avait d'autre choix que de se réfugier dans ce restaurant appelé Shuaya. À l'intérieur, Sagara jouait en demandant des nouvelles de Yolta, un propriétaire de confiserie du village, et un bon camarade. Tout le monde lui a alors tristement annoncé que Yolta était décédé au début du mois, ce qui a beaucoup choqué Sagara. Yolta était mort à cause de l'opium et des drogues après avoir pris une grande quantité et fait une overdose. En entendant cela, Kenshin a ressenti un soupçon grandir en lui. Après tout, les drogues étaient très chères. Comment des gens ordinaires pouvaient-ils acheter de telles quantités? Juste à ce moment-là, la femme de tout à l'heure est entrée et a interrompu tout le monde. En voyant que Kenshin avait une épée, elle s'est immédiatement approchée pour lui demander de la sauver des méchants qui la poursuivaient. Deux voyous étaient arrivés, demandant à ce qu'on leur remette Megumi. Sagara a immédiatement mis KO le gros en face de lui d'un coup de poing. L'autre les a menacés avec peur, disant qu'ils étaient des membres au service de Kanryu. Mais Sagara n'avait pas peur, et l'a aussi frappé. Contrairement à Sagara et Kenshin, les autres sont devenus prudents et craintifs en entendant le nom de Kanryu et ont cessé leur tentative de sauvetage. Sagara a expliqué à Kenshin que ce Kanryu était un jeune homme d'affaires vivant en périphérie de la ville. Personne ne savait dans quel commerce louche il était impliqué, mais dernièrement, sa richesse avait explosé. Une personne très suspecte mais avec assez de pouvoir pour rendre tout le monde méfiant. Il était devenu une force majeure ici. Megumi a expliqué qu'elle n'était pas la maîtresse de Kanryu et ne savait rien de ces gens. Mais soudain, un homme étrange est apparu. Il était assis dans un coin de la pièce, souriant en exposant Megumi. Cette femme était en fait quelqu'un que le chef avait ordonné de surveiller en permanence et qui s'était échappé de leur camp, c'est pourquoi elle était poursuivie. Megumi lui a ordonné avec colère de retourner dire à Kanryu qu'elle trouverait un moyen de s'échapper.
Certains voulaient s'avancer pour s'occuper de cet homme étrange, mais il les a rapidement maîtrisés. Après avoir proféré ces menaces, l'homme étrange a rapidement tiré sur Megumi pour la ramener au manoir de l'organisation. Kenshin s'est précipité pour protéger tout le monde. Sagara et lui n'ont pas hésité à charger ce salaud. Megumi a secrètement évalué que ces gens n'étaient pas des combattants ordinaires, puis leur a directement demandé de l'aider à s'échapper de Kanryu. Sans un mot, Sagara a immédiatement saisi la main de Megumi, voulant qu'elle prenne ses responsabilités pour ses deux amis blessés. Pendant la lutte, Megumi a laissé tomber des paquets de papier. En y regardant de plus près, c'était des drogues. Au dojo Kamiya Kashin, Kaoru et Myojin s'entraînaient quand ils ont entendu tout le monde revenir. Kenshin a présenté Megumi à Kaoru. Sagara ne voulait pas révéler l'affaire des drogues. Il a donc choisi de dire des choses trompeuses qui ont choqué Kaoru. Elle les a immédiatement réprimandés pour avoir participé à un trafic humain aussi odieux. Megumi s'approcha de Kenshin pour le séduire, ce qui agaqua Kaoru. Sagara leur demanda d'arrêter de taquiner Kaoru, mais elle était si en colère qu'elle les jeta tous les trois hors de son dojo. Megumi voulait engager Kenshin comme garde du corps, mais Sagara et Kenshin se concentraient sur l'enquête rapide de la situation. Sagara détestait profondément l'opium et voulait en trouver l'origine. À ce moment-là, un ami du casino courut vers eux en disant qu'il s'était passé quelque chose. Au pont, des villageois s'agglutinaient pour voir ce qui se passait. La police avait sorti 2 corps de la rivière. Par coïncidence ou non, c'étaient les 2 qui les avaient attaqués et avaient échoué ce matin-là. Kenshin observa un moment et repéra les hommes de Kanryu. L'homme grand l'observa aussi et demanda à son subordonné Bashimi où se trouvait Kenshin. Bashimi voulait s'en occuper, mais avec tout le monde autour, une confrontation directe n'était pas pratique. Kanryu ordonna à ses subordonnés de capturer Kenshin et Megumi. Le groupe de Kenshin remarqua aussi que les hommes de Kanryu étaient là. Selon Megumi, l'homme grand était le chef des Oniwaban, un homme extrêmement capable nommé Shinomori Heihachi. Cette organisation était bien plus terrifiante qu'un simple marchand comme Kanryu. Le groupe identifia rapidement leur cible de combat. Les 2 camps se dévisagèrent avec une haine brûlante. Ce soir-là, Kenshin dessina un diagramme de la structure organisationnelle de Kanryu. Il interrogea Megumi sur le problème de la drogue, mais elle resta silencieuse car ce n'était pas sa tâche. Megumi ne leur faisait pas vraiment confiance à ce stade. Son principal objectif était de quitter cet endroit, la probabilité que Kenshin batte les Oniwaban étant trop faible. Dehors, Kyoru écoutait anxieusement leur conversation. Sagara la rassura en lui disant de ne pas trop s'inquiéter. Elle savait comment était Kenshin. Il voulait seulement faire le bien et sauver des gens. Puis Kenshin sortit de la pièce. Après avoir donné le diagramme à tout le monde, il rappela à Kaoru de faire attention à la situation à venir. Il promit aussi de protéger Kaoru correctement, pas comme avec Kuragasa. En entendant cela, Kaoru rougit et hocha la tête en accord. Juste à ce moment-là, Myojin, qui avait écouté, apparut et demanda avec colère à les rejoindre. De loin, Megumi les regardait discuter. Elle se remémora inconsciemment son passé, son père, sa mère et ses frères et sœurs bien-aimés. Juste alors, une grande explosion retentit devant la maison. Les hommes de Kanryu étaient arrivés. Face à eux se tenait une créature à moitié humaine, à moitié monstre, terrifiante avec son corps énorme. Celui-ci se faisait appeler Hayatoko, un membre des Oniwaban. Sagara voulait s'en occuper lui-même et leur faire révéler des informations sur l'opium. Il chargea immédiatement pour étrangler Hayatoko, ignorant les conseils de Kenshin. Mais ce monstre ne se déroba pas. Au contraire, il attendit que Sagara s'approche avant de faire exploser la bombe dans sa bouche. Voyant Sagara indemne, Hayatoko ne s'inquiéta pas trop et voulut continuer à se battre. Après tout, si une bombe ne fonctionnait pas, quelques autres pouvaient tuer quelqu'un. De loin, Bishimi observait la situation avec arrogance, croyant qu'Hayatoko pouvait facilement réduire ses gens en cendres. Après un moment d'observation, Kenshin sortit son épée pour combattre. Il utilisa facilement son sakabatu pour couper les flammes en 2. Hayatoko ne renonça pas et continua ses attaques de feu. Mais Kenshin continuait de se défendre avec son épée. Ne voyant personne faire attention à elle, Megumi voulut profiter de l'occasion pour s'échapper. Kyoru courut immédiatement vers elle pour l'arrêter, lui rappelant que Kenshin se battait pour la protéger. Elle ne devait donc pas jouer la traîtresse ici. Megumi affirma sans détour que Kenshin et les autres ne pouvaient pas vaincre des agents Oniwaban de niveau intermédiaire.
La situation actuelle n'était qu'un moyen de gagner du temps. Kaoru croyait fermement que Kenshin gagnerait car il n'était pas un épéiste ordinaire. En effet, Hayatoko n'avait toujours pas touché un seul cheveu de Kenshin. Dans sa fureur, Hayatoko n'hésita pas à sortir le bidon d'huile de son dos pour alimenter sa puissance. Kenshin voulait continuer à se battre, mais Sagara l'arrêta, disant que c'était un combat entre eux deux. Kenshin hocha la tête et recula. La provocation de Sagara mit Hayatoko en colère, qui cracha immédiatement une gerbe de flammes. Sagara ne fut pas brûlé par le feu. Au lieu de cela, il frappa Hayatoko violemment à la bouche et tira une sorte de poche de l'intérieur de la bouche du monstre. C'était ce qui avait permis à ce salaud de cracher du feu. Hayatoko était exposé mais ne montra aucune peur. Il croyait que Sagara était maintenant blessé et ne pouvait pas porter un autre coup. Cette fois, l'ennemi utilisa une attaque normale. Puisque Sagara ne pouvait pas utiliser ses mains, il leva simplement sa jambe pour abattre ce salaud d'Oniwaban. Megumi était stupéfaite par la performance de ces deux hommes. Kaoru dit simplement qu'elle ne savait pas grand-chose sur eux, mais que c'étaient ses deux camarades les plus fiables. Megumi les regardait silencieusement discuter. Quand cela fut terminé, tout le monde se tenait autour de Hayatoko, ne sachant pas quoi faire de lui. Mishimi observait de loin, furieux du plan échoué. Il blâma Megumi et voulut profiter de cette occasion pour l'éliminer rapidement. Kenshin sentit immédiatement l'intention meurtrière et essaya de se précipiter. Mais l'attaque était trop rapide pour qu'il puisse arriver à temps. Moment critique, Myojin, étant le plus proche, se précipita rapidement et utilisa sa main pour bloquer le projectile pour Megumi. Bien que le garçon ne comprît pas ce qui se passait, la mission actuelle de Kenshin était de protéger cette femme, alors il voulait contribuer. Juste après avoir fini de parler, Myojin s'effondra de douleur. Le projectile était empoisonné. Juste au moment où Bishimi s'apprêtait à attaquer à nouveau, Kenshin se précipita pour s'en occuper. Mais cette fois, une autre personne apparut et tira Bishimi à temps. La situation était critique. La troisième personne proposa proactivement un cessez-le-feu. Kenshin exigea qu'il remette l'antidote, mais cela échoua. Cette personne profita rapidement de l'occasion pour repousser Kenshin et s'échapper avec l'autre. La situation était désespérée. Kenshin choisit de ne pas poursuivre, mais de rester et de traiter Myojin d'abord. Kyoru était sur le point de sucer le poison de la plaie, quand Megumi se précipita pour l'arrêter. Aspirer le poison de la plaie accélérerait l'infection et aggraverait les choses. Elle l'examina et reconnut rapidement que Myojin avait été empoisonné avec du dachra. Megumi ordonna à tous d'agir vite et d'appeler un médecin pour sauver le garçon. Après traitement, le médecin annonça que Myojin était temporairement stabilisé et avait besoin de 3 à 4 jours de repos. Tout cela grâce à l'ordonnance de Megumi. Elle contenait des connaissances médicales occidentales. Le médecin était étonné de reconnaître Megumi. Elle était l'assistante d'un médecin décédé il y a 3 ans, qu'il connaissait. À ce moment-là, Megumi se préparait à partir quand Kenshin l'a arrêtée. Il la remercia simplement d'avoir sauvé Myojin. Megumi dit qu'elle partirait demain pour les protéger des hommes de Kanryu. De ces mots, Kenshin apprit que Megumi venait d'Izu. Il lui demanda doucement si elle pouvait dire la vérité. Dans la chambre, le médecin parla aussi de la famille Takani, une famille prestigieuse dans le monde médical. Femmes et enfants étaient doués en médecine, et c'était une famille très bienveillante. Ils avaient été spécialement graciés, mais à leur retour à Izu, la guerre éclata. La famille Tekani rejoignit la guerre, mais laissa Megumi derrière. Après la guerre, elle se retrouva seule. 5 ans plus tard, Megumi arriva à Tokyo et devint assistante d'un médecin. Après la disparition de ce médecin, elle disparut aussi. Le médecin voulait parler à Megumi. Ce n'est qu'alors que Sagara et Kaoru se rappelèrent et craignirent qu'elle ne soit déjà partie. Dehors, Megumi raconta l'histoire d'il y a 5 ans. Le médecin qu'elle assistait avait secrètement collaboré avec Kanryu pour produire des drogues. Ce que Megumi avait s'appelait toile d'araignée, 2 fois plus addictive et 4 fois plus rentable. Le médecin avait été tué à cause de conflits internes. Megumi devint la seule à savoir comment le fabriquer. Elle fut donc retenue par Kanryu. Megumi est partie car elle ne voulait plus faire le mal. Elle voulait sauver des gens et retrouver sa mère et son frère disparus. Kenshin comprit tout. Il lui dit qu'elle avait bien agi et qu'elle devait rester ici un moment. Kaoru et les autres sortirent aussi de la ruelle sombre. Kaoru ne montrait plus d'hostilité envers Megumi.
Elle dit juste à Megumi de ne pas toucher à Kenshin, compris. Ailleurs, Heihachi avait reçu des nouvelles. Celui masqué, nommé Hanyu, rapporta que Kenshin n'était pas un homme ordinaire. En fait, il était lui-même gravement blessé et ne pouvait pas se battre pendant les 2 ou 3 jours suivants. Heihachi ordonna à Yash, un autre subordonné, de fouiller le passé de Kenshin pour l'organisation. Le lendemain, Sagara marchait silencieusement dans la rue, regardant la pile d'opium dans sa main. Au loin, une vieille femme vendant des bonbons était joyeusement accostée par des enfants. Au dojo, Megumi a montré ses talents pour faire des ohagi et tout le monde les a adorés. Kenshin a même dit que ses talents culinaires étaient meilleurs que ceux de Kyoru, ce qui a mis Kaoru en colère. À ce moment-là, Sagara est revenu avec un nouvel échantillon d'opium qui faisait sensation dans le village. C'était l'article à la mode sur le marché. Sagara semblait très hostile envers Megumi, qui avait fabriqué de l'opium. Il a fait quelques remarques sarcastiques, puis est rapidement parti se reposer. Kenshin a seulement réconforté Megumi en lui disant de ne pas être triste, elle avait été forcée. De plus, cela faisait plus d'une semaine que les hommes de Kenryu n'avaient pas bougé. Sagara était très frustré par cela, d'où son comportement impoli. Néanmoins, Megumi prenait à cœur le titre de fabricante d'opium, une étiquette profondément insultante pour elle. L'après-midi, elle lavait des assiettes quand elle a vu un vendeur de livres entrer. Alors que Megumi était distraite, il s'est instantanément transformé en Haniya et a menacé que si elle faisait un mouvement imprévisible, il verserait du mercure dans le puits et tuerait tout le monde ici. Megumi n'avait d'autre choix que de le suivre pour rencontrer Kenryu. Il a aussi menacé que si elle ne se pliait pas, il mettrait le feu au dojo Kamiya Kashin. Après tout, les forces de Kenryu étaient terriblement répandues dans tout le pays. S'occuper d'un dojo avec juste quelques personnes était aussi facile que de tourner la paume. Kanryu lui a aussi rappelé qu'elle avait déjà fabriqué de l'opium. Quelle face aurait-elle pour rencontrer sa famille ou prétendre faire partie de la famille Takani? Elle pourrait aussi bien continuer sur ce chemin maléfique. Kanryu a averti qu'il mettrait le feu à minuit. Elle devait réfléchir soigneusement à son choix. Puis, il est rapidement parti. Heihachi était aussi là. Il se demandait si ce plan réussirait. Kanryu a souri de manière énigmatique. Après tout, ils avaient Amuta Batusai avec eux. Une provocation violente directe ne fonctionnerait pas. Mieux valait la laisser partir d'elle-même. Ainsi, Kenshin ne prendrait pas de mesures. Megumi s'est assise par terre, désespérée, les larmes tombant sur la terre froide. Le soir, tout le monde a reçu la lettre que Megumi avait laissée. La lettre disait essentiellement qu'elle s'excusait de partir en silence. Puisque les hommes de Kanryu n'attaqueraient plus, elle avait décidé de retourner à Aisu. Elle remerciait aussi tout le monde de s'être occupé d'elle cette semaine. Kenshin se reprochait de ne pas avoir bien protégé Megumi. Il a conclu que les hommes de Kanryu l'avaient menacée, c'est pourquoi elle avait écrit cette lettre. Kenshin voulait que tout le monde parte à sa rescousse. Mais Sagara a dit qu'il ne voulait pas sauver une femme qui fabriquait de l'opium. Kenshin lui a gentiment rappelé que son comportement n'était pas habituel. Sagara est resté silencieux un moment avant de confesser. Son ami, son camarade, était un vendeur de bonbons, un compagnon de jeu sans talent mais au grand cœur. Cette personne était morte à cause des drogues fabriquées par Megumi, c'est pourquoi il ne voulait pas aider quelqu'un comme elle. Kenshin a seulement dit que Megumi était aussi une personne très seule. Elle aussi voulait des camarades à considérer comme sa famille pour qu'on ne l'abandonne pas. Myojin voulait les accompagner. Le garçon s'est libéré de l'emprise de Koyoru et a couru après Kenshin. Après un moment de silence, Sagara rappela à Kaioru de préparer l'eau du bain pour 5 personnes, puis il partit avec Myojin et Kenshin chez Kanryu. Ce soir-là, ils arrivèrent aux portes du domaine de Kanryu. Après une discussion attentive, les trois se précipitèrent pour abattre un ennemi après l'autre. Dans la chambre de Kanryu, il sourit en accueillant Megumi, puis, sans un mot, lui ordonna de continuer à produire des drogues à base de toiles d'araignée pour le commerce avec les étrangers. Megumi s'approcha lentement de Kanryu, puis sortit une lame et l'attaqua. Elle voulait en finir ici. Juste au moment où elle allait porter le coup fatal, Heihachi apparut à temps et lui prit le couteau des mains. Kanryu donna immédiatement un coup de pied à Megumi et la frappa à plusieurs reprises pour évacuer sa colère. Heihachi rappela à Kanryu que le groupe de Kenshin était arrivé. Tous les trois ont fait irruption à l'intérieur comme une tempête. Avec leurs épées, ils ont facilement vaincu ces soldats. Face à leurs armes,
Ils se sont aussi rapidement débarrassés d'eux. Kanryu observait d'en haut et ne pouvait pas croire la motivation de Kenshin. Megumi n'avait rien à voir avec eux. Hayashi n'était pas du tout surpris. C'était l'instinct d'un assassin. Il voulait même que Kenshin prie pour leur Aniwaban. Sous pression, Kenryu sourit alors de manière flatteuse et offrit immédiatement une grosse somme d'argent pour les acheter. Mais cette tactique n'avait aucun effet sur Himura Batusai, qui n'agissait pas pour un gain matériel. À court d'options, Kenryo accepta de libérer l'otage, mais exigea qu'ils attendent 1 heure de plus. En voyant Kenshin et les autres partir, Kanryu sourit secrètement de satisfaction. Il prévoyait d'utiliser cette heure pour forcer Megumi à révéler la formule de la drogue et, si possible, la convaincre de rester. Mais Kenshin n'était pas vraiment parti. Il a simplement tranché une grande lanterne vers le manoir comme avertissement. Kenryu ordonna à Heihachi de surveiller soigneusement l'Oniwaban. À ce moment-là, Heihachi attrapa le marchand par le col et lui rappela que l'Oniwaban n'appartenait pas à Kenryu. Ils étaient sous son commandement à lui seul. Heihachi voulait emprisonner Megumi dans la salle d'observation pour les arrêter. Il déclara qu'il prendrait ses propres décisions ici. Après avoir été battu, Megumi se réveilla enfin et réalisa qu'elle était inconsciente dans un endroit étrange. Après avoir appris que Kenshin et tout le monde étaient venus la sauver, elle se sentit plutôt en colère et extrêmement inquiète pour eux. Heihachi lui lança silencieusement une courte lame, déclarant qu'après avoir éliminé le groupe de Kenshin, elle serait la suivante. Elle pouvait choisir de mourir dans la honte ou dans la douleur. Heihachi lui rappela que l'Oniwaban n'agissait pas pour un gain matériel. Il voulait juste se battre. Sur ce, il partit rapidement. Pendant ce temps, Kenshin venait d'entrer dans le manoir lorsqu'il rencontra son premier ennemi, Hanya. Voyant que celui-ci n'avait aucune intention de reculer, le groupe n'eut d'autre choix que de recourir à la violence. Sagara remarqua que Hanya avait 2 plaques de fer rembourrées dans ses mains, ce qui lui avait donné l'avantage sur Kenshin lors du combat de quelques jours auparavant. Sans beaucoup de mots, Kenshin ne se souciait ni des avantages ni des inconvénients et prit immédiatement sa position prêt à attaquer. Dans le premier échange, Hanya attaqua de front avec ses mains, tandis que Kenshin se concentra rapidement sur la défense plutôt que sur l'attaque. Cela rendit Myojin, qui regardait de loin, très indigné, pensant que ce combat était lâche. Mais en vérité, Hanya avait lancé une technique sur Kenshin la semaine précédente sans que personne ne le sache, ce qui a créé la situation actuelle. Hayashi avait confiance en Hanya et ses techniques. Il regardait silencieusement depuis le bal au-dessus. Kenshin leva calmement son épée et prit position. Dans le regard confus de Sagara, Myojin reconnut l'une des 5 postures des 5 éléments, une attaque qui étendait une épée pour frapper et abattre l'adversaire. Hanya croyait que cette posture ne pouvait que défendre et était difficile à attaquer. Il dit que Kenshin semblait surestimé et n'était même pas comparable à leur leader Heihachi. Mais juste au moment où Hanya chargea avec arrogance, Kenshin esquiva comme un éclair et porta un coup puissant à son visage. Hanya fut pris au dépourvu et n'en revenait pas. Kenshin exposa la véritable nature de la technique de Hanya. Cela venait des tatouages rayés horizontaux sur ses bras, qui créaient des illusions déformant la vision de l'adversaire et le faisaient perdre son jugement, rendant ses attaques manquées. Grâce à cela, Kenshin avait utilisé cette posture d'épée pour mesurer la déviation réelle et choisir le point d'attaque le plus précis. Échappant également au piège d'illusion de Hanya, Kenshin avait remarqué l'étrangeté dès le début et croyait que le masque était utilisé pour empêcher les adversaires d'observer ses expressions et ses directions d'attaque. Hanya n'avait pas peur. Il expliqua simplement que porter le masque servait seulement à cacher son vrai visage, rien de plus. Juste à ce moment-là, sous la pression de Kenshin, le masque se brisa en 2, révélant un visage semblable à celui d'un monstre. La peau de son visage avait disparu, ses lèvres avaient disparu, et ses yeux étaient de taille différente. Il s'avéra qu'il avait détruit son propre visage pour se déguiser en n'importe qui, accomplissant parfaitement ses fonctions d'espion. Il raconta son passé abandonné avec ses parents, comment il avait été enterré vivant, et comment il avait été sauvé par Heihachi et Oniwaban. À cause de tout cela, il n'hésitait pas à se sacrifier pour l'organisation. Voyant Hanya chargée, Sagara était également très inquiet. Combattre quelqu'un qui ne valorisait pas sa vie était comme combattre une boule de coton. Kenshin esquiva tout en interrogeant Hanya sur le passé de Megumi. Hanya montra immédiatement une connaissance approfondie alors que les deux s'affrontaient comme des éclairs.
L'attaque de Hanya blessa Kenshin, mais lui-même s'effondra finalement. Kenshin croyait que le passé de Megumi était aussi tragique que celui de Hanya. Alors pourquoi ne lui montrait-il aucune sympathie? Dans la salle d'observation, Kanryu voulait toujours parler avec Megumi de s'échapper ensemble. Il dit qu'il pourrait créer un nouveau médicament pour sauver tout le monde de l'addiction. Et il deviendrait de bonnes personnes sauvant le monde. Mais après avoir tout entendu, Megumi rejeta immédiatement cette proposition. Son action fit que Kanryu devint instantanément hostile. Après avoir maudit pendant longtemps, il partit furieux. En bas, après avoir réorganisé leur formation, les 3 membres du groupe de Kenshin continuèrent vers la pièce suivante. Les accueillant, une boule de fer pesant des tonnes fonçait vers eux comme un éclair. Heureusement, Sagara, Kenshin et Myojin purent esquiver. Cette arme appartenait à quelqu'un nommé Shikaju, le garde du corps principal de la capitale, et aussi un membre d'Oniwaban. Face à cette attaque physique, Sagara s'avança immédiatement pour bloquer pour les 2 autres. Il leur dit de se dépêcher d'avancer pour gagner du temps. Il s'occuperait de ce salaud ici. Kenshin accepta pour le bien commun et porta Myojin dans la pièce suivante. Shikiju avait obtenu des informations sur Sagara de Honya. Il était convaincu qu'en l'absence de l'énorme épée Zanbutu, Sagara serait beaucoup plus faible, lui permettant de l'abattre en un instant. Pendant ce temps, Kenshin et Myojin progressaient rapidement vers la pièce suivante. Myojin s'inquiétait pour Sugara, mais Kenshin avait entièrement confiance en ce jeune homme. Dans la pièce 2, Sugara ne prenait aucun avantage contre ce combattant physique, mais son surnom de fort comme un bœuf n'était pas usurpé. Sagara brisa immédiatement la chaîne en fer pour continuer à se tenir debout et à attaquer. Mais son adversaire ne montrait aucune pitié et continuait d'attaquer. Juste au moment où Sagara semblait tomber, Shikaju commença à raconter son passé. Il avait été un agent de Satsuma, la faction Isshin Shishi, mais avait été vaincu par Heihachi alors qu'il n'avait que 13 ans. Lors d'une mission d'espionnage commandée par l'organisation, attiré par l'offre alléchante d'Eihachi d'une drogue qui rendrait rapidement plus fort, Shikiju avait accepté et gagné sa force actuelle. Il était très satisfait de la force de Sagara et souriait en l'invitant à rejoindre Oniwaban. Il disait que Heihachi était bien plus fort que Kenshin et que les gens devaient suivre les véritables forts. Après avoir tout entendu, Sagara rit avec mépris, disant que même si Heihachi était fort, c'était tout ce qu'il avait, Kenshin n'était pas comme eux. Il avait non seulement plus de force, mais était aussi 1000 fois meilleur que Heihachi. Ces mots mirent Shikaju en colère, qui se mit à attaquer. Cette fois, Sagara attrapa les 2 mains de Shikaju. Il continua à provoquer, disant que peu importe la force d'Oniwaban, s'ils utilisaient leur force comme des outils pour le bâtard Kanryu, comment pouvait-il se comparer à Imura Batusai et son groupe? Shikaju devint encore plus furieux et attaqua Sagara avec sa tête, faisant couler le sang de son crâne. Mais cette fois, avec la force de son bras et sa détermination, Sagara réussit à briser facilement tous les doigts de ce bâtard, tandis que Shikaju était stupéfait. Avec un dernier coup de poing au visage, Sagara l'abattit. Bien qu'il ait gagné, Sagara avait peu de force restante. Il s'effondra rapidement, inconscient. Pendant ce temps, dans la salle de bal, Kenshin et Myojin se retrouvèrent face à Heihachi. Kenshin suivit son principe habituel, demandant par des mots de libérer Megumi et d'arrêter ce combat inutile. Mais Heihachi n'était pas un lâche comme Kanryu. Sans beaucoup de mots, il dit simplement à Kenshin de dégainer son épée et de trouver la réponse. Myojin, étant un enfant, fut écarté du combat. Bien qu'il fût très en colère, il n'avait pas d'autre choix après tout, il n'avait pas tort. Le garçon se tenait à distance et affirmait avec confiance qu'Heihachi, avec cette courte épée, ne pouvait pas vaincre Kenshin. Kenshin pouvait effectivement facilement gérer quelqu'un avec une courte épée, mais il reconnut que c'était un kodachi, une lame plus courte qu'un katana, mais plus longue qu'une courte épée. Être plus court signifiait une capacité d'attaque plus faible, mais son poids léger aiderait grandement à la défense. Sans beaucoup de mots, Heihachi chargea immédiatement pour attaquer. Il utilisait non seulement son épée, mais aussi des coups physiques. Kenshin réalisa rapidement que celui-ci était comme Hanya, également un artiste martial. Face à des attaques continues, Kenshin se défendit d'abord, puis chargea. Il réalisa vite que celui-ci utilisait le kodachi pour créer un mur défensif solide pour lui-même. Tout en se battant de manière similaire à Hanya avec des coups physiques, Heihachi se présenta comme le maître de Hanya.
le niveau entre maître et élève était naturellement différent. En effet, Kenshin ne pouvait pas le vaincre facilement comme Hannya. Heihachi voulait tuer le plus fort des épéistes, Imiro Badusai, ici même pour s'emparer de cette position. Kenshin se leva lentement. Il réalisa que celui-ci ne se battait pas pour Kanryu, mais pour le shogunat Tokugawa, qui avait été renversé par la restauration Meiji. Heihachi ne le nia pas. Il se rappela les actions d'une personne nommée Yoshinobu lors de la bataille de Toba-Fushimi. Yoshinobu était le dernier shogun du clan Tokugawa, qui avait conduit ses subordonnés fuyant le château d'Osaka lorsque l'empereur s'affaiblit, abandonnant des dizaines de milliers de soldats sur le champ de bataille pour poursuivre une paix lâche. Cette personne s'était fortifiée au temple de Kane à Yaino et avait fait capituler le château d'Ito sans verser une goutte de sang. Le shogunat avait pris fin, tandis qu'Anwaban n'avait toujours pas agi. Heihachi exprima sa déception de ne pas avoir combattu à ce moment-là, disant que s'ils avaient été là, la victoire aurait appartenu au shogunat. Il voulait mettre fin à la restauration Meiji ici, et tuer Kenshin prouverait que le vainqueur dans la bataille entre les Isshin-Shishi et les forces du shogunat défunt était Oniwaban. Leur but était de tout brûler et de construire un Japon complètement différent. Kenshin mentionna cette guerre. Il croyait que ceux qui se battaient le faisaient pour l'avenir du pays, pour un meilleur demain. Mais Heihachi et cet Oniwaban étaient différents. Ils n'étaient qu'une bande assoiffée de sang, froide et avide de guerre, c'est pourquoi Kenshin ne pouvait pas les laisser partir. Heihachi déclara froidement avec certitude qu'il gagnerait, qu'ils finissent cela rapidement ici. Pendant qu'ils se battaient, Kanryu était dans sa chambre, furieux d'avoir perdu le contrôle. Il voulait trouver un moyen d'éliminer à la fois Batusai et Heihachi ici, s'emparant de la victoire pour lui-même. Juste à ce moment-là, un subordonné entra en parlant d'une sorte de machine, ce qui donna une idée à Kanryu et le rendit instantanément satisfait. Pendant ce temps, Kenshin semblait perdre du terrain. Myojin, regardant de loin, était choqué par ce sang-froid. Bien que meurtri, Kenshin se releva à nouveau, déclarant qu'il avait trouvé un moyen de détruire le Kodachi. Sans beaucoup de mots, Heihachi chargea à nouveau pour attaquer. Cette fois, Kenshin utilisa sa main nue pour saisir fermement son propre sabre et envoya l'ennemi voler. La véritable force d'Eihachi venait de son contrôle parfait de la portée de l'adversaire. Myojin se rappela aussi des enseignements de Kyoru sur l'importance de trouver la portée de l'adversaire. Ainsi, tenir un katana serait avantageux, mais contre quelqu'un avec une portée plus longue comme celui devant lui, il y aurait certainement des angles morts. Par conséquent, Heihachi avait utilisé le Kodachi pour couvrir cet angle mort. Heihachi exposa aussi calmement la contre-mesure de Kenshin. Il avait saisi la partie la moins tranchante, juste au niveau du pommeau, pour éviter les coupures profondes, tout en créant un nouvel angle mort pour son adversaire. Heihachi loua Kenshin comme un assassin raffiné. Mais il libéra rapidement sa technique plus puissante. Kenshin était stupéfait par la danse de l'épée d'Heihachi, ses mouvements fluides combinés aux arts martiaux et au Kodachi. C'était le véritable style de combat de Shinomori Heihachi. Kenshin était en effet en difficulté. Il fut tranché 3 fois à la poitrine par Heihachi et s'effondra. Juste au moment où il semblait que Kenshin était mort et que Myojin s'apprêtait à prendre une épée pour se venger, Kenshin se releva calmement pour continuer à se battre avec 3 profondes blessures sur son corps. Il s'avéra que Kenshin avait utilisé son fourreau pour réduire la puissance de la technique de moitié. Heihachi exécuta à nouveau sa danse de l'épée pour tuer Kenshin. Mais à ce moment-là, Kenshin tira doucement son épée pour bloquer l'attaque d'Heihachi. Les frappes suivantes furent toutes essentiellement contrées par lui. Dans l'échange final, Kenshin n'hésita pas à laisser tomber son épée et à utiliser sa propre main pour bloquer l'attaque. Kenshin dit qu'il ne se souciait pas du titre de plus fort ou de quoi que ce soit d'autre. Le seul objectif de chacun était de sauver Megumi. Heihachi fut envoyé voler, incapable de croire qu'il avait perdu. Dans sa fureur, Heihachi lança un puissant coup de poing à Kenshin, puis tomba immédiatement inconscient, car durant leur combat précédent, Kenshin avait continuellement frappé plusieurs points vitaux, mais en un instant, Heihachi réussit à se relever normalement. Il ne comprenait pas pourquoi Kenshin ne l'avait pas tué. Kenshin dit qu'il n'était qu'un vagabond sans intention de tuer. Il demanda alors à Heihachi pourquoi, en tant que leader d'Oniwaban, il avait pu devenir un officier sous le gouvernement. Pourquoi avait-il refusé et continué à travailler ici? Heihachi baissa la tête. Ce qu'il avait n'était que des choses qu'il avait le droit de profiter.
Alors que des personnes anormales comme Ayatoko, Bishimi, Honya et d'autres dans Oniwaban ne pouvaient jamais avoir de telles choses, comment pouvaient-ils les abandonner? Heihachi ne voulait pas devenir une personne si terrible. Juste au moment où l'atmosphère se calmait, Kanryu ouvrit la porte avec un sourire satisfait. Il apporta une énorme arme, la plus puissante des États-Unis à l'époque. En entendant les explosions en bas, Megumi était infiniment inquiète. Sagara se réveilla aussi, voulant monter pour vérifier la situation. Hanyu s'était aussi réveillé. Il ne voulait pas attaquer par derrière, juste retrouver Heihachi. Dans l'infirmerie, Hayatoko et Bashimi attendaient en silence. Kanryu tirait sans relâche. Heihachi et Kenshin esquivaient rapidement les balles. Après son attaque, Kanryu a déclaré vouloir devenir le meilleur armurier du monde. En commençant par vendre des drogues pour lever des fonds, l'argent serait pouvoir, rendant ceux qui se disaient forts comme de simples moustiques. Tout le monde est arrivé juste à temps. Shikaju s'est élancé, tandis que Kenshin portait Myojin pour fuir. Dans cette situation qui évoluait rapidement, Kenryu a immédiatement visé Heihachi pour l'éliminer. Mais à ce moment-là, Shikaju s'est jeté pour protéger Heihachi des balles, le sang coulant à flot.